Bonjour mes chers étudiants, heureuse de vous retrouver au niveau de cette séance qu'on va consacrer à l'étude ou au traitement de la méthodologie de la dissertation juridique. Mais cette fois-ci, on va la traiter d'une manière plus pratique, c'est-à-dire qu'on va donner un exemple qui va palpabiliser et concrétiser ce qu'on a précisé durant la séance consacrée au côté théorique. Donc, durant cette séance-là, on va présenter les étapes de la préparation d'une dissertation juridique et aussi comment rédiger une introduction sur un sujet présenté, à savoir l'erreur sur la substance en matière contractuelle. Donc, bien sûr, après avoir effectué une lecture qui est concentrée, comme on l'a déjà précisé, une lecture qui est concentrée et articulée sur le sujet, et après avoir bien compris et appréhendé le sens exact de la question et du sujet, il convient de rassembler toutes les connaissances que l'étudiant a acquis sur le sujet, et bien sûr qui sont en relation directe avec le sujet de la dissertation juridique. Dans notre exemple ici, on a l'erreur sur la substance en matière contractuelle. Donc, on a dit que la phase de la préparation commence par la lecture du sujet et la bonne compréhension de son sens exact. Ceci nous permettra ce rassemblement ou ce rassemblage de connaissances sur lesquelles on va s'appuyer pour établir le plan de la dissertation. Par exemple, ici, on va établir des rubriques qui correspondent à notre sujet, qui est l'erreur sur la substance en matière contractuelle. Par exemple, on peut donner comme exemple des connaissances qu'on peut rassembler, par exemple la définition de l'erreur, la notion des qualités substantielles, le caractère déterminant de l'erreur, le caractère excusable, les exigences ou l'exigence d'une erreur commune et la sanction de l'erreur. Donc, on doit essentiellement procéder à rassembler toutes les connaissances qu'on a sur le sujet de la dissertation juridique, objet de la question. Donc, on a dit que au niveau de la préparation, après avoir fait l'inventaire du contenu, c'est-à-dire rassembler toutes les connaissances qu'on a sur le sujet et qui ont une relation directe avec le sujet, on doit aménager un temps de réflexion pour confronter les connaissances qu'on a rassemblées par rapport au sujet de la question ou au sujet de la dissertation auquel on doit répondre. Donc ici, ça nous permettra de prendre une bonne décision sur le plan à adopter et aussi sur les points à développer. Concernant la phase de la recherche du plan, donc après avoir rassemblé les connaissances et bien sûr après avoir pris les décisions explicites au niveau des points qui seront traités au niveau des développements, on doit rechercher bien sûr un plan. On doit prendre aussi une décision explicite au niveau du plan à adopter.
Donc ici, au niveau de notre sujet, l'erreur sur la substance en matière contractuelle, il est possible, par exemple, d'adopter un plan simple. On a vu au niveau de la séance théorique qu'il y a deux familles de plans, deux familles principales de plans. Donc il n'y a pas un plan type, mais on peut procéder oui, à établir un plan, soit un plan qui est simple, soit un plan qui comporte deux parties qui s'opposent. Donc le plan simple, par exemple, on peut définir dans une première partie la notion de l'erreur sur la substance, puis à exposer dans une seconde partie la sanction qui intervient dans pareil cas. Et c'est dans ce cadre qu'on parle du plan qui comporte deux parties qui se prolongent. Donc on va traiter au niveau de ce plan, par exemple, dans une première partie les conditions et dans une seconde partie les effets de la question. D'autre part, il y a lieu aussi d'adopter un double regroupement qui s'articule autour de deux considérations importantes et qui explique par exemple le système de notre droit positif. Par exemple, en réglementant l'erreur, le législateur a pris en considération deux éléments. D'une part, il a veillé à la perfection du consentement de chacune des parties, ce qui conduit dans ce cadre à faire une grande place à l'erreur en tant que vice du consentement. Mais d'autre part, on trouve que le législateur aussi a pris garde à ne pas ruiner la sécurité contractuelle ou la sécurité des transactions. C'est dans ce cadre que se justifie l'erreur commune, de même que le refus de prendre en considération l'erreur inexcusable. Donc, de la sorte, la protection accordée à la victime de l'erreur trouve ses limites dans le respect dû aux intérêts légitimes de son co-contractant. Donc ici, on parle de la prise en considération par le législateur de la sécurité des transactions, c'est-à-dire en réglementant l'erreur sur la substance en tant que vice de consentement. Le législateur aussi a pris en considération un autre élément qui est la stabilité des transactions ou la stabilité de la sécurité contractuelle. Partant, donc le plan qu'on peut proposer au niveau de notre sujet peut comporter par exemple dans une première partie le principe de l'erreur comme garantie à l'intégrité du consentement. Donc on peut parler par exemple de l'erreur sur la substance et l'intégrité du consentement, et dans une seconde partie on peut parler par exemple de l'erreur sur la substance et la sécurité contractuelle, c'est-à-dire ou autrement intitulé la remise en cause de l'erreur sur la substance au profit de la sécurité contractuelle. Donc cette deuxième partie se manifeste comme une exception au principe traité au niveau de la première partie. Maintenant, parlons de l'introduction. Parlons d'une manière pratique avec des exemples de l'introduction. Donc, on a déjà précisé que l'introduction doit commencer par une présentation du sujet. Rappelons ce qu'on a dit durant la séance théorique. On a dit que pour présenter le sujet en entonnoir, on commencera par évoquer le domaine vaste du sujet afin d'arriver au sujet lui-même.
Donc, dans ce cadre, on va commencer par évoquer, par exemple, les vices du consentement dans leur ensemble et on resserrera ensuite le champ d'observation à un seul d'entre eux, c'est-à-dire l'erreur sur la substance. Donc, on pourra, par exemple, procéder comme suit. Je vais donner un exemple. L'essence du contrat est la rencontre de deux volontés, mais il ne suffit pas que ces volontés existent, mais encore faut-il qu'elles soient libres, lucides et éclairées. À défaut, le consentement peut sans doute être émis, mais il est vicié. Il en est ainsi en particulier lorsqu'une des parties a été victime d'une erreur sur la substance. Donc, c'est comme ça, par exemple, c'est un exemple qui nous démontre comment procéder à une présentation, par exemple, d'une dissertation ou du sujet au niveau de l'introduction d'une dissertation juridique. La deuxième phase qu'on a déjà traitée, c'est qu'il faut définir les termes juridiques liés au sujet. Donc, on a déjà précisé que au niveau de la définition, on va procéder seulement à la définition des vocables qui ont une relation directe avec le sujet. Et au niveau du sujet proposé, sujet exemple, il convient de définir l'erreur sur la substance. Donc, l'erreur sur la substance, on peut procéder par exemple à sa définition de la façon suivante. L'erreur est une fausse représentation d'un élément du contrat par l'une des parties. Dans le cas de l'erreur sur la substance, l'une des parties contractantes se trompe sur la substance de la chose constituant l'objet du contrat. En fait, la substance peut être conçue selon deux sens. La substance selon un sens objectif de la chose consiste en la matière dont la chose objet du contrat est constituée. Selon le sens objectif, la substance désigne toute qualité substantielle de la chose ayant déterminé le consentement des parties. Donc, dans une troisième phase de l'introduction, on doit délimiter le sujet à traiter. Et on a déjà précisé que cette phase est très essentielle, très cruciale, parce qu'elle démontre la compréhension de l'étudiant et elle évite les mauvaises déviations. Elle évite de tomber dans le piège du hors-sujet. Donc, rappelons que cette phase où la délimitation du sujet consiste à l'élimination des questions annexes d'une valeur ou d'une importance qui est secondaire. Donc, on indique brièvement au niveau de l'introduction ces éléments et pourquoi on va pas les prendre en considération au niveau des développements. Pourquoi ils ne méritent pas d'être développés? Donc, dans l'exemple proposé, l'erreur sur la substance constitue l'une des formes de l'erreur régie par notre dahir des obligations et contrats. Et bien sûr, c'est une notion qui connaît d'autres notions voisines, à savoir notamment l'erreur sur la personne. Il convient dans ce cadre de démontrer que notre étude ou notre sujet portera seulement sur l'erreur sur la substance et non pas sur l'erreur sur la personne. Par exemple, on peut procéder comme suit. En fait, le dahir des obligations et contrats identifie deux sortes d'erreurs en tant que vice de consentement, à savoir l'erreur sur la substance et l'erreur sur la personne. Certes, celle-ci constitue une notion voisine de l'erreur objet du présent sujet et qui sera écartée de notre étude. La quatrième phase de l'introduction
c'est la phase de l'aperçu historique. Donc, rappelons que ici, on doit présenter un aperçu très bref sur l'historique se rapportant au sujet, et il doit refléter les différentes phases qu'a connu, par exemple, la réglementation du sujet. Et il s'agit aussi de donner des indications sur les conceptions et les principes en vigueur à une telle époque et dans tel pays, et qui méritent par exemple de retenir l'attention au niveau de cette introduction. Donc dans le sujet proposé, on peut par exemple donner comme exemple à l'aperçu historique sur notre sujet, qui est l'erreur sur la substance. Donc, on peut procéder comme suit. Historiquement, l'institution juridique de l'erreur en tant que vice de consentement n'est apparue que tard. En effet, dans les droits archaïques, le formalisme purgeait les vices du consentement affectant les conventions. En outre, le droit romain n'a pas consacré l'erreur. Seules les actions pénales étaient ouvertes en cas d'existence du dol ou de la violence. D'ailleurs, c'est le droit romain moderne qui a consacré le premier l'erreur, mais en tant qu'erreur exclusive sur le consentement. C'est l'erreur obstacle. Bien plus tard apparaîtra l'erreur sur la substance, error in substantia, qui sera consacrée ensuite par le Code civil français. Au Maroc, l'historique de cette institution s'inscrit dans le cadre général de l'évolution de la réglementation en matière contractuelle. Ainsi, avant le protectorat, les relations contractuelles étaient régies par le droit musulman relevant du rite malikite. Ce n'est qu'avec l'arrivée du colonisateur au Maroc que sera adopté le Dahir des obligations et contrats le 12 août 1913. Le Dahir des obligations et contrats a subi l'influence des textes juridiques étrangers, notamment français, allemand, suisse, et aussi l'influence du code tunisien. Ce code, toujours en vigueur, constitue la base de toute la réglementation contractuelle. Après l'indépendance, l'application de ce code sera généralisée à l'ensemble du pays. Donc, on a démontré au niveau de l'historique l'évolution de cette institution de l'erreur au niveau des autres pays pour arriver à l'historique au niveau national. Et au niveau national, bien sûr, cette notion a été traitée au niveau de notre Dahir des obligations et contrats. Donc, on peut, par exemple, évoquer l'évolution de toute la réglementation, de toute la loi qui comporte cette notion à traiter au niveau du sujet. Donc, la cinquième phase de l'introduction, c'est la réglementation juridique. C'est les textes juridiques, c'est-à-dire présenter les textes juridiques qui régissent le sujet, objet de la dissertation juridique. Rappelons ici que la méthodologie nous impose de bien préciser les sources des règles de droit qui seront étudiées, et c'est-à-dire les textes juridiques qui régissent le sujet, savoir les articles et la loi. Et on a précisé qu'en cas par exemple d'absence de la loi ou lorsque la loi ne régit le sujet qu'incomplètement, on doit signaler ce point au niveau de l'introduction et on doit recourir au rôle de la jurisprudence. La jurisprudence, bien sûr, qui constitue une source complémentaire et explicative interprétative de la loi.
Donc, dans notre sujet, on n'a pas ce problème-là parce que cette notion, la notion de l'erreur sur la substance est régie par le Dahir des obligations et contrats, par son article 41. Donc, on peut procéder, par exemple, comme suit. Actuellement, la notion de l'erreur sur la substance est régie par l'article 41 du Dahir des obligations et contrats. Donc, après avoir déterminé les textes juridiques qui régissent le sujet, qui se rapportent au sujet de la dissertation, on doit démontrer quel est son intérêt pratique et quel intérêt théorique apporte pour notre étude. Donc, rappelons qu'au niveau de l'intérêt théorique, il convient de signaler les principes juridiques en cause qui traduisent l'évolution des mœurs et aussi l'évolution des idées philosophiques qui se rapportent au sujet. Donc, l'exemple ici, on peut donner comme exemple sur l'intérêt théorique lié à l'erreur sur la substance. L'erreur sur la substance s'inscrit dans un vaste processus de protection de la partie victime de l'erreur au détriment de la force obligatoire. Bien sûr, la force obligatoire du contrat. Vu que la volonté constitue la source la plus fréquente des obligations, le législateur a veillé à la réglementer en imposant sa lucidité et sa clarté. Donc ici, on a évoqué un principe que l'erreur sur la substance a une relation ou un effet sur la force obligatoire, le principe de la force obligatoire du contrat. Donc, signalons aussi que l'intérêt théorique doit signaler que la question objet de notre sujet de dissertation touche aux théories fondamentales du droit. Donc, dans ce cadre, on peut donner un exemple. Donc, on peut procéder comme suit. Aussi, il s'agit d'une notion qui dérive de la théorie de l'autonomie, de la volonté, qui fait de la volonté la source la plus fréquente des obligations. Elle se trouve au cœur du droit privé et innerve toutes les disciplines. Donc, on présente l'intérêt théorique du sujet et après on procède à présenter l'intérêt pratique de notre sujet. Donc rappelons qu'au niveau de l'intérêt pratique, il convient de montrer que la question envisagée se pose fréquemment, par exemple au niveau de la société, et que les solutions à dégager intéressent beaucoup de personnes et qu'elle a des conséquences économiques qui sont très importantes. Donc il faut démontrer l'intérêt pratique de la chose. Par exemple, dans notre cas, se rapportant à l'erreur sur la substance, on peut dire que la plupart des relations dans la société sont régies par le contrat, dont la principale source est la volonté des parties. Néanmoins, l'existence d'une erreur sur la substance affectera négativement la stabilité des transactions. Et ceci a poussé le législateur à mettre en place des dispositions qui prennent en considération l'intégrité du consentement et la sécurité contractuelle. Donc, maintenant, on va entamer la phase de la problématique, comme on l'a déjà précisé, qui est une étape très très essentielle. Elle reflète bien sûr le problème juridique qui est posé par la question. Donc, c'est la question juridique ou le problème de droit que pose le sujet.
Comme problématique au niveau de notre exemple, on peut donner, par exemple, ou on peut présenter la problématique suivante. Dans quelle mesure le législateur a-t-il réussi à réglementer l'institution de l'erreur en tant que garantie à l'intégrité du consentement sans pour autant porter atteinte à la sécurité contractuelle? Donc, de cette problématique dérivent plusieurs questions juridiques et hypothèses, à savoir quels sont les caractères déterminants de l'erreur sur la substance, dans quel cas peut-on dire que l'erreur sur la substance constitue-t-elle une garantie du consentement, quelle est la sanction de l'erreur sur la substance, dans quel cas l'erreur sur la substance est indifférente et n'influence pas le sort du contrat. Donc, la réponse à ces questions peut soulever l'hypothèse suivante. L'établissement d'un équilibre entre l'intégrité du consentement et la stabilité des transactions suppose que l'erreur sur la substance ne peut s'élever à un vice du consentement donnant lieu à l'annulation du contrat que si elles répondent à certaines caractéristiques. Donc, la dernière phase, c'est l'annonce du plan. Donc, dans notre cas, on peut donner comme exemple: afin d'appréhender les aspects de l'application de l'institution de l'erreur sur la substance par le Dahir des obligations et contrats, il convient donc d'envisager d'une part le principe de l'erreur sur la substance comme garantie à l'intégrité du consentement et le cas de la remise en cause de l'erreur sur la substance au profit de la sécurité contractuelle. Donc, merci pour votre attention et je vous souhaite bon courage.